Elbaï. Bon, voilà, deuxième émission aujourd'hui de notre Fun Lab. Ah, pardon. J'espère que tu vas Ouais, bien. ouais, Tu vas-y. vas bien? Ah, je vais bien, merci, hein, je vais bien, Super, je vais merci. bien aussi. Écoute, aujourd'hui, on va peut-être parler de deux ou trois sujets. Toi, tu avais envie de parler Ouais, ouais. des robots de Tesla, je crois, c'est ça? Ouais, bah, c'est le truc à la mode cette semaine. C'est les robots Tesla Optimus qui devient une réalité, qui est là, en fait, ma foi. Donc, j'aimerais bien qu'on en parle et ça sera l'occasion de discuter un peu de cette D'accord, histoire de ok. robots là. Ça fait peur déjà. Et on a Ça, c'est le premier. deux autres sujets en Ouais, réserve. Vite fait, moi j'avais un petit peu envie s'il y a moyen de revenir sur la Citizen Code, mais en fait elle aura lieu la semaine prochaine, donc c'est juste pour anticiper ce qui peut se passer au niveau de Star Citizen. ouais, ouais, Bon, on verra si ouais. on en parle ou si, mais de toute façon si on en parle ce sera pas très long. Et toi tu voulais revenir également sur les 25 ans de Monolith Software, si je dis pas de Ah ouais, bêtises. ouais, ça c'est un bon événement, quoi. C'est Monolith Soft, c'est Bah mon ouais. studio préféré, donc j'aimerais bien qu'on en parle un peu aussi. Et on Donc, aura bien sûr aussi eh bien l'occasion de écoute, parler sur la CitizenCon. Ça, ok, c'est eh un ben bon écoute, si sujet. tu veux bien, je lance un jingle et ensuite on y va. Ok. Ce sera au montage. D'accord, bon. D'accord. Donc on commence par Monolith, Et, non? Ouais, si tu, Monolith. ouais, pourquoi pas Monolith, allez, allons-y. Donc, Ah ok, bah alors cette semaine on a les 25e anniversaire de Monolith et c'est un grand événement pour tous les fans bien sûr de Monolith Software. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un studio qui a été acquis récemment, ça fait quand même un petit bout de temps, par Nintendo, par Big N lui-même, ok. Et c'est une des rares acquisitions de Nintendo. Ce qui est intéressant avec Monolith Soft, c'est que eux, en tant que studio, non seulement ils font leurs propres jeux pour Nintendo, mais en même temps, ils apportent leur expertise pour les jeux Nintendo. oui, parce qu'ils sont Donc, toujours développeurs tiers chez Microsoft aussi et Sony ou ils deviennent exclusivement Nintendo du coup? non, je pense qu'ils sont exclusifs à Nintendo parce que ça a Ok, été acquis par Nintendo, mais je sais pas s'ils ont d'autres deals peut-être à terminer. Et une chose est sûre, une grande partie de leur expertise, elle va vers Nintendo, hein, ça c'est d'accord. sûr. Oui, parce que Donc, il faut ça, c'est savoir que c'est. une vieille histoire d'amour déjà entre eux, quoi. Ouais, bon, en fait, c'est surtout le fait que Monolith, c'est pas un studio qui est récent, hein, attention, hein, c'est loin de là. Le studio a été fondé en 1999 par Ouais, Tatsuya Takahashi, qui Takahashi, est ouais. parti en fait de Square parce qu'il travaillait pour Square Enix. À l'époque, c'était Squaresoft, donc le mec travaillait chez Squaresoft, il a contribué à plusieurs jeux, mais n'ayant pas eu le terrain de s'exprimer en fait, il a préféré partir en fait pour faire ses propres créations. Et c'est comme ça que Monolith Soft a été créé. Donc c'est en fait Tetsuya Takahashi avec des anciens de chez Square. C'est un petit groupe, ça a commencé comme un petit groupe. Et ils ont fondé en fait ce studio en 1999. Alors Donc, c'était suite à la, enfin, à la conception de Xenogears, si j'ai bon souvenir, puisqu'en fait ouais, on avait demandé à exactement. Takahashi d'écrire le scénario de Final Fantasy VII à l'époque. C'est ça. Il avait fait une proposition et on lui avait dit, écoute, c'est très intéressant, c'est super, mais pas pour Final Fantasy, Exactement. c'est un peu trop dark, un peu trop violent. Et donc, C'est ça. alors attends, on a un petit souci, j'ai perdu ta tête. Hop là, bouge pas, je reviens sur toi. Hop. Et là maintenant c'est la vidéo D'accord. que j'ai perdue. C'est bon, tu l'as. Ouais, j'ai Bah, tout. c'est pas grave. Alors on reprend. T'as tout. Ouais, Allez, je on disais reprend. donc, pardon, suite à la proposition donc de Takahashi pour un scénario de Final Fantasy VII qu'on avait trouvé, enfin C'est que ça. Squaresoft avait trouvé trop complexe et un peu trop dark, notamment avec Exactement. des références à Nietzsche, etc. Ouais, ouais. C'est surtout Ils ont ça. réécrit, en fait, ils ont fait donc une deuxième ébauche de Final Fantasy VII qui est devenu le Final Fantasy VII qu'on connaît. De son côté, Takahashi, lui, a gardé son scénario qui a commencé avec un Xenogears qui, à l'époque, a été un très grand succès, mais un jeu qui Exactement. a été aussi conspué parce qu'en fait, c'était un jeu alors, sur 3 disques, hein, si je me souviens bien, et Exactement. le troisième disque, en fait, c'était quasiment que du texte. Des écrans noirs avec du texte, du texte, du texte. T'appuyais sur Next, Next, Ouais, Next, c'est sûr Next. que c'était pas. Et Ça, c'était, ça. mais des Ouais. heures et des heures
et des heures de texte. C'était un bouquin, en fait, mais sur console. C'était assez étrange. Alors que le gameplay était super, le gameplay était énorme, mais en fait, ils n'avaient pas eu le temps de finir le jeu, hein, vraiment, littéralement. Et donc, en fait, ils avaient dit, bah, on finit au moins l'histoire sous forme de texte. Donc, bah voilà, tu pouvais avoir la fin de ton histoire sous forme de texte, dans le jeu même, mais c'était des heures de lecture. Donc, évidemment, il y a un certain... C'est un plaisir pour les fans, hein, parce qu'on c'est ça, mais il y a plein de ça joueurs... a toujours été la signature de Monolith de faire des jeux lents, en fait. Ouais. C'est ce qu'on aime. Si tu es fan de Xenoblade, par exemple, la série, elle a fait carton aussi chez Nintendo, parce que c'est la première fois qu'ils travaillaient pour Nintendo. Ils ont fait Xenoblade pour la Nintendo. Alors attends, tu grilles les étapes. Je termine juste un petit historique de mémoire, parce que c'est à peu près la seule chose que je connais sur Monolith, donc j'en profite. Donc ensuite, Takahashi, donc, on lui donne l'occasion de faire Xenogears 2 et 3, mais le développement est très long et les budgets sont très serrés. Résultat du compte, le jeu sort très tardivement, et alors graphiquement, c'est vraiment la misère. L'histoire est tout aussi complexe, mais là, ça commence vraiment à ne plus toucher qu'une niche de fans. Du coup, les ventes s'en ressentent, et Square met le haut là, surtout que Square à l'époque avait les problèmes qu'on connaît, c'est à ce moment-là qu'ils ont été rachetés par Enix suite à l'échec du film Final Fantasy en salle de cinéma, qui leur avait coûté absolument tout l'argent qu'ils avaient en stock. Donc là-dessus, Squaresoft dit on ne produira plus tes jeux, et Takahashi monte Monolith. Voilà, et là je m'en remets à toi, parce qu'à partir de là je ne sais plus. Enfin si, j'avais joué... Écoute, je pense que tu es superbement bien renseigné. Parce qu'à l'époque je suivais. Bien. Ah, très bien. Donc, écoute, moi je suis plutôt récent, je suis un fan récent, parce que j'ai commencé la série des Xeno avec Xenoblade, qui est quand même l'une des dernières productions de Monolith. Donc je suis un fan qui est assez récent, tu vois, donc, et ça m'empêche pas en fait de vraiment d'admirer le travail qu'ils ont fait déjà sur le Xenoblade, parce que le jeu tient la route sur une Nintendo Wii, alors que c'est la console alors techniquement la plus faible, et les mecs ils te pondent normal, facilement, un open world. Là où par exemple, on avait Final Fantasy XIII par exemple qui sort sur la PlayStation 3 et sur la Xbox 360, et avec des graphiques presque à la limite vraiment décevants. Bon, on avait le côté HD certes, mais les mondes ils étaient super limités. Tu joues à Final Fantasy, on a tendance à s'amuser de la chose en disant que c'était couloir fantasy. Oui, mais alors après, Final Fantasy, on pourrait faire une émission entière dessus. Mais c'est vrai que sur les Xeno, en fait, par contre, ils n'ont pas trop concédé ça. Ils étaient restés vraiment sur quelque chose qui ressemblait à de l'open world, avec de la liberté maximum. C'était impressionnant, le truc. Un monde ouvert. Non, c'était facilement pas possible. Mais bien sûr, avec certaines limites. Effectivement, c'était limité graphiquement, pour ne pas dire que c'était assez moche, quoi. Même si moi j'étais fan de Cosmos à l'époque, la fille là qui fait apparaître des pistolets, une espèce de fille cyborg là, un peu inspirée d'Evangelion, qui était absolument magnifique. Mais effectivement, là ça a commencé à s'en ressentir. Et quand ils ont fondé Monolith et qu'ils ont sorti le premier Xenoblade, là par contre ça a été la claque graphique à l'époque. C'était sorti sur Nintendo déjà, c'est ça? C'était une exclusivité GameCube ou un truc comme ça? En fait, c'était Xenoblade. Je te donne l'historique. Bien sûr. Le truc n'était même pas prévu pour l'Europe. Ça, je sais pas si tu es au courant. Xenoblade, à la base, est sorti au Japon. Avec ce nom, Xenoblade 12, c'est-à-dire en japonais. Le Xenoblade original est sorti seulement au Japon. Avec une ambition d'être un RPG japonais. Comme les Dragon Quest, en fait. Et chose phénoménale, c'est qu'à l'époque, nous, on adorait les jeux japonais, tout ce qui est JRPG. Et bien sûr, moi, j'avais une Wii à l'époque, et en dehors des jeux, j'allais dire Microsoft, Nintendo, on n'avait rien du tout. Et là, on découvre un certain Xenoblade sur les jeux import, parce que c'est un jeu totalement japonais, en japonais carrément, et on est frappé par le visuel, parce que le jeu est beau comme pas possible. Ah oui, alors non seulement il est beau, mais alors en plus de ça, c'était 100 temps de chargement, monde complètement ouvert. On pouvait aller. Alors c'était l'histoire pour les gens qui ne connaissent pas. Il y avait les deux robots, je vais te laisser revenir dessus. Mais le monde, en fait, c'est deux robots géants qui s'affrontent, et donc on monte depuis le pied
le long du premier robot, puis C'est sur ça, son épée, c'est ça. puis sur l'épée de l'autre, et on redescend sur. Enfin voilà. Exactement, en fait, Et tout ça c'est la sans première temps de fois qu'on a... chargement. C'était. Non, c'est un concept incroyable. Et Imagine, un cycle dès le jour-nuit départ, tu aussi. vas jouer sur les géants, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment, pour l'époque, Déjà, c'était- c'est fou. Avec le champ de vision qui est total, c'est-à-dire qu'on peut voir la tête du géant alors qu'on est sur son genou, c'est-à-dire à des centaines de Exactement. kilomètres, on le voit. Exactement. Ça, c'est bluffant. C'était une prouesse technique, hein. Ouais, Et le tout sur une vie. bien Alors, sûr, tu t'imagines absolument. le délire, techniquement, les mecs, ils étaient vraiment... c'est incroyable. Là, on est pratiquement au même niveau de Rockstar, parce que ils ont un jeu qui est tellement super bien optimisé, qui exploite vraiment la machine, Hmm. qui peut tourner sans temps de chargement. Il y avait mais vraiment zéro temps de chargement, hein, Ouais, ouais, ouais. avec Xenoblade. Ouais, Et bien avec ça, on avait des musiques qui étaient magnifiques. Et on même avait le niveau cycle d'un jour-nuit. Final Fantasy. On avait Ouais, on avait le fameux cycle jour-nuit qui était un élément de gameplay très Exactement. important puisque les boss et les monstres changeaient non seulement les monstres Exact. mais éventuellement les monstres qui étaient le jour et la nuit, eux ils changeaient de spec. C'est-à-dire ils étaient plus forts la nuit par exemple si c'était des monstres nocturnes ou le contraire. Enfin c'était assez incroyable parce que... Alors, pour te dire, j'ai fait le jeu jusqu'à niveau 17 à l'époque. Moi j'ai le J'ai souvenir que sur un jeu import. tu regardais Non, mais l'heure, c'est- hein. Tu disais merde la nuit va tomber, ça va devenir dangereux, je me tire. Exactement. Ouais. Ah, exactement. Et le truc, il est phénoménal. Mais le jeu était tellement beau et les musiques étaient tellement bonnes Ouais. que j'ai fait niveau 17 sur un jeu japonais. Et Mm. mon niveau de japonais n'a jamais été bon. Moi, je connais quelques mots, certes, mais le jeu était prenant. Hein. C'est de dire à ce point. À tel point qu'à l'époque, on a fait une pétition pour la traduction du jeu. Mm. Et je peux te dire, je suis content de dire que je suis parmi les personnes, Les les fans signataires. qui ont voté pour avoir le jeu Merci. en français et en anglais. Et c'est ce que Nintendo a fait. Ils ont répondu à l'appel des fans, parce qu'on a fait une pétition, on était au moins 100 000 bonhommes à signer et à demander une version gratuite du jeu. Mm. Et ils ont traduit le jeu. Et c'est comme ça qu'on a eu Xenoblade Chronicles, c'est-à-dire la version traduite du jeu, en Europe. D'accord. Et bien sûr, sur le reste du monde. Et j'ai bien sûr rejoué le jeu avec les voix, ils ont sous-titres fait- du coup. Ouais, non, ils ont fait carrément des voix anglaises. Hein. Ah ouais, Des d'accord, voix avec anglaises le et- doublage, Ouais. le doublage anglais. Ah, ouais, j'étais pas. À l'époque, je pense pas que j'avais un super anglais, mais je m'aidais avec les sous-titres. Alors, par contre, en revanche, si on peut faire un petit commentaire, et c'est peut-être pour ça que moi personnellement j'ai un peu lâché à partir de là en fait leur production, c'est le niveau du scénario hein, qui s'est quand même relativement effondré. Alors, en même temps, bon, je pense que c'était un peu trop niche. Hein. Je pense que justement ils perdaient des gens parce que leur scénario était imbitable. Enfin, je veux dire, c'était. Ouais, c'était très compliqué à suivre, c'était très long, il y a énormément de personnages, il y a beaucoup d'enjeux, de machin, etc. Mais moi, c'était ce que j'aimais. Alors qu'à partir de Ouais. Xenoblade, c'est devenu quand même beaucoup plus à la RPG normale, Ah oui. avec des Ah oui. histoires de jeunes héros qui doivent faire ses preuves, etc. C'est quoi. ça, c'est exactement. Ouais. Bah, ils se sont retournés sur les bases. Hein. Mm. Parce que quand tu prends par exemple, Takahashi, c'est un bourreau du travail. Hein. Tu vois, le mec, là récemment, sur la petite annonce des 25e anniversaire, je reprends ce qu'il dit. Hein. Allez voir sur la page de Monolith. Mm. Le mec, il dit que je n'ai pas l'impression d'avoir accompli grand-chose dans ma vie. Quoi. Pour lui, 25 ans, c'est rien du tout. Quoi. Ouais. Il voudrait voir le studio sur 100 ans, sur 200 ans, quoi. Mm. Donc, c'est te dire à tel point, ce monsieur, quoi, il est sur le détail, sur le scénario assez complexe et sur les profondes. Ouais, Tu ouais, prends il les a- tu prends les Xenosaga, à l'origine, c'était pas 3 épisodes, hein, c'était 6. Ouais. Il avait pour ambition d'avoir 6 épisodes. Et là, il s'est limité à Oui, 3. d'ailleurs, il avait commencé, Oh. je crois que le Ouais. premier épisode, il nous l'avait fait à la Star Wars, c'était genre titré épisode 5 ou Voilà. un truc comme ça, et puis donc C'est le ça. 4 ou le 3 arriveront ensuite, enfin, c'est déjà Exactement. compliqué, quoi, on était déjà sur... Enfin, moi je ne tarie pas d'éloges, j'ai fait le Je crois même Xenoblade que Chronicles à l'époque. C'est ton jeu préféré? Je pense- Est-ce que c'est toujours ton jeu préféré? Ça reste parmi mes jeux préférés. Mm. Ça reste parmi mes jeux préférés. Et si tu veux me dire par exemple, est-ce que tu préfères ton jeu? C'est clair que Dans l'idéal, voilà, c'est ça. dans l'idéal, c'est d'avoir un monde ouvert tel que Xenoblade avec
un scénario intéressant. Alors, on leur attribue aussi le succès j'avais vu ça, de Breath of the Wild et de. Enfin, Ah, plus que, parce que là, entre-temps, Monolith, ça a été acquis par Nintendo, et ils ont apporté leur expertise du monde ouvert à Nintendo, tout simplement. S'il n'y avait pas eu Monolith Soft, il n'y aurait pas eu de Breath of the Wild. Il n'y aurait pas eu tous les derniers Zelda. Aussi simple que ça. Ah et non, tu n'aurais pas eu les deux, Breath of the Wild et bien sûr Tears of the Kingdom, qui est pratiquement Breath of the Wild. Sacrée extension, mais bon, c'est un sujet pour un autre jour, quoi. Mais techniquement, faire tourner des jeux sur des consoles limitées, c'est une expertise que Monolith a, ça fait des années déjà. Oui, alors parce que donc toi, je sais, puisque à l'époque, tu m'avais envoyé des fichiers pour me montrer un petit peu comment ils avaient fabriqué leurs univers en 3D, avec la façon dont tout était très très low poly. Alors à l'image, on avait un truc magnifique, mais alors quand on regardait en fait le squelette derrière, c'était des très très gros triangles. Donc vraiment sculpté à la hache, mais alors avec beaucoup de bump mapping, beaucoup de petits détails de machin, et tu avais l'impression du coup que c'était super. Mais tout était fait aussi en fonction des caméras, c'est-à-dire que si tu te tournais de 3 degrés, tu voyais tout s'effondrer, tu voyais l'arrière du décor, etc. Quoi. En fait, techniquement, c'est franchement des jeux à étudier si tu es sur le dev et l'optimisation. Moi, j'ai eu cette chance d'aller chercher parce que bon, en tant que fan, ça m'intéressait déjà de voir comment les choses ont été faites en interne en tant que développeur. Et à la fin, j'ai pu, par un moyen qui est assez simple, avec des petites recherches sur Google, pu extraire mon jeu et récupérer, parce que j'ai pas envie d'avoir un procès avec Nintendo, je vais pas vous parler de ça en détail, mais l'essentiel c'est que j'ai pu extraire une partie des maps du jeu et des personnages. Et croyez-moi, quand vous voyez le travail qui a été fait sur les personnages, parce qu'il y a quand même un nombre assez faramineux de caractères. Oui, puis alors jouable en plus, c'est pas seulement des PNJ. Jouable, bah oui. Et les mondes ouverts, comme tu l'as dit, ils sont low poly. Dans le Xenoblade 2, on pouvait piloter des robots géants aussi, qui étaient très nombreux. Enfin, il y en avait pas plein de jeux, ça aussi, quoi. Non, c'est impressionnant parce qu'il faut savoir qu'ils ont aussi un Xenoblade X qui est sorti sur la Wii U, mais sans grand succès. Hein. Même les fans, ils sont dubitatifs, ils sont pas très heureux avec ça. C'était une expérimentation un peu. Hein. Ouais, non, c'est un jeu à part entière. Franchement, très, très, très vaste dans le même esprit de Xenoblade. Mais il y a quelque chose qui ne prenait pas, je sais pas, les personnages. Moi, c'est surtout les musiques. Parce que quand tu sors d'un Xenoblade et tu passes sur le Xenoblade X, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Il n'y a aucun lien entre les deux. Et tu vois pas, le côté scénaristique, c'est vraiment très 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 en dessous de ce qui moi c'est ce qui m'avait dérangé, si tu veux, quand entre les Xeno, les trois premiers Xenogears notamment, etc. Xenosaga, ce qu'on appelait Xenosaga à l'époque, et puis la transition vers Xenoblade où effectivement on se retrouve dans un univers qui n'a aucun rapport, ou alors je sais pas. Non, rien à voir. Moi j'ai pas bien suivi, après je suis pas un grand fan, machin, etc. Mais peut-être les gens diraient mais si, en fait, parce qu'il y a tel vaisseau, telle planète, tel machin, il y a un pont spatial dans un coin, j'en sais rien. Mais bon, moi personnellement, en jouant, je me suis dit ouais, mais enfin bon, c'est complètement un autre univers. Ça porte toujours le titre de Xeno, mais je vois pas tellement le lien. Même si c'est sympa, hein, j'adorais moi les deux géants, etc. Mais j'ai pris mon pied sur ce jeu-là, mais j'étais déçu parce que moi je voulais la suite des histoires avec les personnages qu'on avait appris à aimer dans les Xenosaga, quoi. Et ça n'y était pas. C'est sûr. Et je pense qu'il y a aussi un souci d'apporter de la nouveauté et que je pense que Takahashi en lui-même a déjà un mauvais souvenir en fait de vouloir faire des suites à tout prix et que maintenant peut-être qu'il est beaucoup plus réaliste et que en fait il se limite à faire des jeux qui se terminent tout simplement et qui sont bien sûr vendables parce que il faut pas oublier qu'un studio à la base c'est son objectif. Ouais, c'est ça. C'était un petit peu le problème des Xenosaga, c'est-à-dire qu'effectivement, il était trop dans l'espèce de validation, d'auto-validation, de démonstration de ses talents, et il nous a fait des scénarios extraordinairement compliqués, machin, etc., d'une certaine manière, pour prouver qu'il était le meilleur scénariste du monde.
Mais Ouais, ça a dû je sais lui pas. prendre des années à se torturer la tête, etc. Et peut-être qu'après, il a dit, mais pourquoi je fais ça? Et en plus, ça ne plaît pas aux gens, quoi. Ça ne plaît qu'à En une petite plus, niche. Donc autant faire des scénarios plus simples, plus sympas, qui plaisent plus au grand public, on va dire. ouais, ouais, bah écoute, quand on fait des jeux vidéo à la base, il faut pas oublier que le but c'est aussi Ouais, d'amuser. c'est ça. On n'est pas là pour juste dire je suis un génie, Je quoi. pense, mais ça c'est un peu le dilemme de tous les arts de façon générale. Hmm. Est-ce que quand je sors un film ou je compose une musique, est-ce que mon objectif c'est seulement amuser les gens ou est-ce que je veux faire passer un message dans l'œuvre que je Oh suis en ouais, train mais alors de après, faire? je sais pas C'est un si. grand débat, hein. C'est un grand Ouais, débat. je sais pas s'ils voulaient vraiment faire passer des messages, alors ils mettaient des références à Nietzsche, mais notamment les sous-titres, hein, tout simplement les sous-titres des Ouais, jeux qui voilà. portaient des titres de bouquins de Nietzsche, genre Par-delà le bien et le mal, Ainsi parlait Ouais, Zarathustra, tout ça. c'est ça. Il y avait évidemment quelques références dans les jeux, alors il y avait des super trouvailles, il y avait des super personnages, il y avait plein de choses fabuleuses, moi je parle toujours de l'époque Xenosaga. Bon, Ah, c'est vrai. mais non, je veux pas vous spoiler le Xenoblade si vous l'avez pas fait, mais à la fin de Xenoblade, euh, Takahashi parle d'un concept qui est très nietzschéen, hein, qui est celui de l'apothéose de l'homme. Ah oui. C'est-à-dire, le boss final, c'est carrément une. Je sais pas, on spoil pas. Qu'est-ce Oh, je qu'on crois que pense? tu peux, les gens qui sont là ne Ouais, sont depuis le pas. temps. Bah, à la fin, le boss final de Xenoblade, c'est carrément une divinité, hein. Hmm. Et tu as trois protagonistes qui vont en fait défaire une divinité. Et donc le message il est clairement nietzschéen dans le sens où on parle de l'apothéose, c'est-à-dire de l'élévation de l'homme Ouais, au rôle du divin. ouais, Donc c'est un message qui est super fort parce que entre-temps, Shulk qui est en fait tout prédestiné en fait à devenir une divinité, ouais. lui choisit le chemin de l'ombre, tout simplement. Donc ça, je viens de spoiler la Effectivement, fin. ouais, ouais, non, Mais en tout non, cas, mais c'est ça. vraiment résumé, hein. Oui, Vraiment résumé. parce que Voilà. ça empêche pas toutes les histoires, les romances, les side quests, les machins. Enfin, on Voilà. est loin de. Ah C'est non, très on est très loin riche. C'est des d'avoir. jeux qui sont quand même très riches en termes de Alors, scénario. je tarie pas d'éloges et franchement, si vous l'avez pas fait, si vous aimez le JRPG et une bonne ambiance de jeu, allez-y. Et si vous aimez les jeux qui sont longs, franchement, vous en avez pour plus. Ouais, alors ça, ouais, là je confirme effectivement que c'est pas, on n'est pas sur des jeux au rabais qui font 5 heures Ah, avec pas du tout. Pas du 17 tout. allers-retours. Non, non, c'est pas son genre. Pas C'est pas du le genre tout. de Là, jeu. on part sur du 100 heures facile. En ligne droite, c'est 100 heures ce jeu. En ligne Bon alors, droite, je me hein. permets de t'amener sur le deuxième sujet que tu voulais aborder, Ouais. qui était donc les robots Optimus. Parce que là, j'ai l'impression que tu as Ah, des trucs à nous dire. ah, écoute, tu peux en parler aussi. Moi, je pas le monopole des Non, sujets. non, T'en non, penses non, quoi? mais Toi, qu'est-ce que t'en penses? Allez, alors, je vais écoute, t'écouter là-dessus. moi je suis les choses avec beaucoup d'intérêt. Bon, Ouais. là j'ai appris, c'est ce matin, moi je l'ai appris ce matin, mais je crois que ça a été diffusé hier, qu'en réalité, lors de la dernière convention, les robots Optimus, en fait, étaient en réalité pilotés par des humains. En fait, tous ceux qui se baladaient comme ça parmi les humains, qui posaient des questions, Non. etc., en réalité, c'était un fait qu'ils étaient pilotés par des gens qui étaient Oh là en coulisses. là, le fake. Donc T'es sérieux? ça a un petit peu fait parler sur Wired et sur Oh tout le là réseau, machin, là. etc., en mode déception. Mais je crois qu'il faut quand même pondérer ça parce que si ça marche aussi bien contrôlé par des humains, je pense que techniquement, on est vraiment très proche de ce que peuvent réellement faire des IA aujourd'hui. Je pense qu'ils voulaient surtout éviter les bugs, les débordements, l'imprévu et que c'était presque en partie en tout cas Question quand une même. décision qui était voilà pour faire pour éviter les crashs. Tout simplement, je pense pas du tout qu'il y ait un problème d'impossibilité technique ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont juste eu peur, bon, parce que Tesla, ils commencent à avoir l'habitude des IA qui font n'importe quoi, hein. On se rappelle qu'il y Ouais, avait ouais. des voitures Tesla qui avaient foncé sur des pompiers en croyant que, je sais pas, c'était des places de parking ou des trucs comme ça. Donc bon, il faut faire attention. Des fois, les IA peuvent faire des choses étranges et c'est évidemment pas dans les grosses démos. Elon Musk aussi est coutumier Ah, des, Elon Musk lui-même, il nous mégarde contre les IA. on se rappelle tous de la voiture avec la vitre incassable qui a cassé, quoi, Ouais, ouais, notamment. ouais.
Mais bon, enfin voilà, ouais. Non, mais effectivement, donc le pot rose a été révélé. Mais ceci dit, on avait eu la société chinoise qui nous a fait un peu la même chose, là, il n'y a pas si longtemps, il y C'est a vrai. 1 an ou 2, où on avait vu toutes ces femmes robots extraordinaires et où on s'était rendu compte après que c'était un énorme fake avec des actrices qui étaient maquillées, qui bougeaient comme Ouais. ça, machin, etc., qu'ils avaient fait un montage, enfin c'est Hollywood quoi. Ce qui Non, mais n'empêche je pas comprends qu'ils pas font ça, hein. C'est assez impressionnant la quand même même société, à ça. Mime, je crois, je sais plus comment ils s'appellent, qui font également des robots humanoïdes qui sont réellement, eux, employés dans des usines pour fabriquer des voitures et tout ça, ou porter des colis, ou je sais pas, et tu les vois travailler. Là, c'est pas des actrices, ces machins, ils existent, ça fonctionne. Donc, bon, voilà, après, il y a une part d'esbrouf à chaque fois, quoi. Voilà. Donc moi, ce que j'en pense, voilà, j'en suis là. J'ai hâte que ça arrive sur le marché. Hein. Je suis pas tellement inquiet des histoires de Ah, bah, iRobot. écoute, moi je suis pas très fan de ce que fait Tesla ou Elon Musk de façon générale. Je vois très peu d'innovation en fait. Je parle pas de SpaceX, que je trouve quand même formidable parce qu'ils font quand même quelques résultats et encore à quel prix. Mais j'ai jamais été pour cette histoire de voiture électrique, encore moins pour les robots domestiques, que je trouve encore c'est un peu prématuré, très prématuré en fait. Et savoir qu'il y a des fakes, justement, et que Tesla, encore une fois, la firme ait recours à du fake pour exposer ça. Et encore, ils te disent que le robot, il va coûter 20 à 30 000 euros. Hein, c'est pas donné. Hmm. On parle pas de 6 000 euros, quoi. C'est Ah 5 ouais, non 000 mais bon, euros. avant que ça tombe, qu'ils le fabriquent en grand nombre pour que tout le monde en achète et que là, les prix tombent drastiquement, ça va continuer. Rappelle-toi, les voitures Tesla aussi, au départ, c'était comme ça, et ça a descendu. Ça reste un produit de luxe aujourd'hui en termes de Ça voitures. reste quand même un produit de luxe qui est Mais super dérangeant parce que quand tu les... vois, je sais pas si tu es au courant des difficultés techniques qu'ont les gens à entretenir leur voiture Tesla. Parce que j'ai vu, moi, plusieurs choses Oh sur là, tu me lances sur un Internet. sujet. Non, c'est impressionnant. Ils vont mieux rester sur du conventionnel. T'as pas intérêt à acheter une Tesla, hein, parce que s'il y a quelque chose qui bloque sur leur moteur ou sur leur truc, le coût de réparation, il est faramineux. Hein, c'est juste impensable. Moi, perso, ça ne me viendrait pas à l'idée d'acheter une Tesla. Franchement, pas du tout. Je préfère vraiment une Toyota hybride ou n'importe Bah quelle. écoute, en tout cas, le marché des robots, notamment alors à Taïwan, mais on avait vu à New York également avec la police, même si là où il y a l'histoire du maire, bon, on rentre pas dans les histoires de politique, mais l'histoire du Ouais. maire de New York qui est en difficulté par rapport à différentes choses, mais enfin des prises d'intérêt, machin, avec la Turquie, c'est pas la question, mais il avait équipé la police new-yorkaise de chiens robots, les fameux chiens de Ah oui, j'ai Boston vu ça là. Dynamics Ouais, voilà, qui surveillaient des trucs, enfin des hangars, des machins, des trucs, j'en sais rien, ouais, qui ouais. étaient utilisés littéralement par la police new-yorkaise. Mhm. De plus en plus, on voit des robots qui sont utilisés, alors évidemment pour le nettoyage, là ça fait longtemps, pour la fabrication sur les chaînes d'usines, ça fait longtemps, pour le colisage en fait, notamment chez Amazon, qui petit à petit remplace en fait les Ah gens oui. qui étaient payés 3 francs 6 sous pour porter des colis de droite à gauche. Maintenant, c'est les robots qui le font. On voit qu'effectivement, on a, nous, dans la vie quotidienne, de plus en plus d'automates. Enfin, je sais pas comment ça se passe chez toi, mais je sais que à Paris, les supermarchés, maintenant, c'est pratiquement tous. Tu as autant de bornes robotisées que. Enfin, robotisées sont des bornes, en fait, tu bipes ton machin, que de caisses, quoi. Tu vas au Bah, c'est le cas cinéma. chez nous aussi. Hein. Il y a une grande partie de l'industrie qui va sur l'automatisation. Hein. Ouais, ouais. Parce que Donc bon, petit à petit, en fait, industriels les chez robots nous, ils remplacent ont tout. conscience de ça aussi. Dans le Voilà. métro, tes tickets, tu ne peux plus les acheter à des humains. Au cinéma, tes tickets, tu peux plus les acheter à des humains. Ou alors, il faut passer par la Ah, petite. ça, c'est dommage quand même. Hein. Il y a le côté charmant quand même. Bah, petit à Très, très... petit, ouais, mais petit côté charmant, il tient pas longtemps face au côté financier, quoi, qui est quand même beaucoup plus Eh intéressant oui, pour eux. c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre qui décide Ouais. encore une fois. Quoi. C'est dommage. Quoi. C'est Donc oui, triste. oui, si on part sur les sujets de politique, la robotique, comment petit à petit, en fait, un robot remplace toujours 10 employés. Or, on nous dit qu'actuellement, le parc d'emplois en général, en fait, est occupé Ouais. déjà à 50% par des robots. Donc si tu prends ce Ah, ratio de 10 employés pour un poste, tu te rends compte que la moitié des postes, en fait, sont occupés par des robots. Donc tu multiplies cette moitié par les 10. D'accord? Et ça nous fait 10 pour 1.
Tu vois qu'en fait, la proportion d'employés humains à côté des robots, déjà, elle commence à être vraiment congrue, quoi. On est de moins en moins Et nombreux. avec ça, on a les IA génératives. Je pense que ça va être quand même un Bah futur voilà, et là, de peur, hein. plus en plus, toutes Ça les fait tâches de peur. secrétariat, de machin, etc., vont être remplacées par tout ce qui va être de type chat GPT, machin. Enfin, c'est déjà le cas, les serveurs C'est téléphoniques, déjà le cas, hein. C'est déjà voilà, le bon, cas. on a tout ça, donc bon, bah, on peut rentrer là-dedans. Moi, personnellement, ça, enfin, à partir du moment où le robot, le concept même de robot, et ça depuis l'Antiquité, puisqu'il existait des robots dans l'Antiquité, Ah même bah si, oui, enfin, des c'est automates, depuis très longtemps. ça a toujours été de remplacer le travail humain. Donc évidemment, si tu remplaces ce travail humain, normalement, bah, le salaire, il va plus à la personne. À l'origine, si C'est tu logique, regardes, ça a été conçu pour il ça. faut, bah, ça a été conçu pour ça, mais moi ce qui m'attriste en fait, c'est que si tu reviens sur les Grecs justement qui ont créé les premiers automates, il faut savoir que les Grecs, de point de vue, je dirais, eux qui étaient férus de philosophie et autres, ils avaient une mauvaise considération du travail manuel. Pour eux, c'est en fait des esclaves qui doivent faire ça, quel noble ne Oui, peut oui, pas oui, se parce que c'est dérouler. une société esclavagiste. Ouais, mais à la base, leur objectif à terme, c'était justement d'offrir en fait le genre de société idéale pour tout le monde. Et pour eux, les automates, en fait, c'était une solution. Mais je crois en fait qu'on rêve toujours de ce statut où tout le monde est censé justement ne pas travailler. Ouais, c'est ça. Et Or, gagner de l'argent, on va avoir un beau niveau de vie, exactement. quand même. Or, l'expérience et l'histoire nous montrent encore une fois que en fait, c'est pas réellement ça l'objectif. Bah, va en parler à des Enrichir patrons. des gens. Pourquoi ils iraient payer en fait des employés qui ne bossent pas. Là, on a vu Ubisoft. Je sais pas si tu Ouais. as suivi l'actualité de Ubisoft cette semaine. Récemment, oui, Il oui, y a mais des grandes grèves en fait à l'intérieur d'Ubisoft parce que Ubisoft a dit à tout le monde allez, le télétravail c'est du passé, tout le monde rentre dans les bureaux à partir de maintenant, on va revenir sur du 8h 20h ou 8h 18h prétendument plus du crunch évidemment parce qu'ils vont pas s'arrêter d'en faire. Donc les employés ils sont descendus dans les moi, rues si avec tu des veux, panneaux. si tu veux mon avis, moi, je ne vais pas attirer les foudres des employés d'Ubisoft, Hmm. mais en fait, Ubisoft, attention, c'est vraiment le boulot de rêve par rapport à d'autres compagnies, hein. Franchement. Ouais, mais Euh, il y a du crunch, il y a quand même du crunch sur des gros non, jeux. mais compare Je me ça au rappelle cas de Watch CD Dogs à Projekt. l'époque. Non, rappelle-toi, là, Cyberpunk, là, pour le sortir, Hmm. le cas de Project, ils s'en ont pas vu, hein. Ah, Là, putain. récemment, on va enchaîner avec la StarCon. Là, tu viens, t'as lu là pour les employés qui n'auront pas de week-end justement pour assurer la Star Citizen là, pour l'autre, la CitizenCon. Ils n'ont même pas de week-end, les gars, pour préparer la chose. Bah Donc ouais, le mais en crunch, fait, ça fait partie toujours du monde de l'industrie du jeu vidéo, hein. bah, ça a commencé par là, hein. Je veux dire, la notion de crunch même, en fait, elle a été justifiée et presque valorisée dans le milieu du jeu vidéo. Si on Ouais, remonte à Steve tout le Jobs temps. à l'époque, Ouais. puisque Steve Jobs s'était quand même fait lourder de la boîte qu'il avait créée, Ah oui, donc à cause de ça, c'est-à-dire qu'il avait à exactement. l'époque divisé toutes ses équipes en deux grands pôles qui étaient en concurrence l'un avec Ouais. l'autre, en mode l'un d'entre vous aura des vacances et l'autre pas, mais et puis des primes et des machins. Donc forcément, ils étaient en compétition les uns contre les autres. Donc déjà, ça mettait une très mauvaise ambiance à l'intérieur des bureaux. Ah Et en ouais. plus de ça, il leur tenait des conférences, on connaît, hein, c'était une sorte de tribun, Steve Jobs, qui savait très bien s'exprimer, mais qui était toujours à la limite du mystique et qui leur disait, voilà, on est en train de Ah, changer le lui-même, monde. il était influencé par les gourous de l'Inde et la Bien philosophie sûr, ouais, c'est ça, occidentale. c'était sa génération. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Il est en train de, il est en train de faire la démonstration qu'un gourou Et peut faire il des leur miracles. disait C'est ce qu'il a fait, hein. littéralement, nous sommes en train de changer le monde. Alors soit vous C'est êtes ça. avec nous, soit vous êtes contre nous. Point à Voilà, la barre. exact. Et donc s'il disait, bah voilà, on a une présentation qui doit être faite dans 15 jours, donc à partir de maintenant, plus personne ne rentre dormir. Forcément que les employés pouvaient tirer un peu la gueule, mais il leur disait, mais quoi, t'es pas avec nous en fait. Donc ben viré ou avec perdre ses C'est ça. fracas. Donc évidemment, ça avait quand même créé des gros problèmes. Il y a eu des suicides, il y avait un machin, des procès à n'en plus finir. Ouais, ouais, Et ouais. le board avait dit, bon bah écoute Steve Jobs, tu t'en vas parce que là on ne sait plus comment régler le problème. Et c'est quand Bill Gates est rentré dans le capital qu'il a dit, bon il faudrait ramener Steve Jobs parce que là sans lui les ventes se font plus quoi. Euh, Ouais, bah, écoute, Mais donc Apple, le crunch ça a commencé à peu près à ce moment-là quoi. Et dans le jeu alors moi je vidéo te ça a dirais, toujours le été. crunch, il a déjà commencé à l'ère industrielle. Parce que là, Ouais. à un moment,
à partir du moment qu'on a mis des humains dans une chaîne de montage, on est déjà commencé sur des choses inhumaines. Si tu prends un employé et que tu lui dis fais une tâche répétitive pendant 20 fois, 30 fois ou 100 fois par jour, là, tu as envie de dire qu'est-ce qui se passe. D'où le fait qu'effectivement, dès ce moment-là, on décide de faire des robots, de faire des machines, des trucs automatisés, et on commence à ne plus employer on ne fait plus les manufactures comme il y avait dans Les Misérables, mais on fait des usines automatisées fordiennes. Machin. Ce qui arrive maintenant aussi petit à petit dans la grande restauration. Enfin, je pense à McDonald's, je pense à des chaînes comme ça, où de plus en plus, en fait, en cuisine, on ne voit pas, mais ils sont en train de mettre des dispositifs pour passer le steak, machin, ou je sais pas. Enfin, tout ce qui peut être automatisé, petit à petit, va l'être, dans la mesure où ça peut être économique pour la boîte plutôt que d'employer des humains, quoi. Donc, écoute, je pense que ça sera toujours le débat justement par rapport à ça. Est-ce qu'on fait des sociétés égalitaires où tout le monde profite du bien? Il y a quelques années, on avait... C'est une élite qui profite. Donc, voilà. Non, mais ça c'est toujours le cas à partir du moment effectivement du libéralisme. Hein, mais ouais, il y a quelques années, en fait, on avait eu des élections présidentielles. À l'époque, en fait, le candidat de la gauche qui était... mince, j'ai oublié son nom. Benoît Hamon, qui avait été en plus, il y avait eu une préélection en fait entre les gens de gauche pour dire quel est le candidat qu'on va présenter. Ils avaient voté pour Benoît Hamon, et une fois que Benoît Hamon avait été désigné, tout le monde avait dit non, et donc Manuel Valls s'était présenté de son côté. Enfin, toute la gauche finalement avait explosé. Le mec n'a jamais eu la moindre chance de se faire élire. Mais ce gars était arrivé, en fait, pourquoi je parle de ça? Il était arrivé en fait sur les plateaux télé en disant écoutez, la robotique arrive, la robotique va prendre peu à peu tous les emplois, il faut tout de suite mettre en place des impôts robots. Il a proposé à l'époque aussi le fameux revenu universel pour que tout le monde ait de l'argent, quel que soit son travail, machin, etc. Mais en tout cas, il avait vachement insisté là-dessus, et à l'époque, mais je me rappelle très bien, et c'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y a une grosse dizaine d'années, tout le monde avait rigolé en mode il vit dans quelle planète, dans quel monde, sur quelle planète. Et puis après, Midjourney est arrivé, ChatGPT est arrivé, là, les gens ont arrêté de rigoler. Hein. Parce que voilà, concrètement, là, on a vu la courbe des emplois qui a fait comme ça, poum, pendant que les robots, eux, ils montaient. Et les gens ont réalisé que c'était vrai. Et lui, il était arrivé en disant mais oui, il faut y aller, quoi. Il faut y aller tout de suite. Et puis bon. Ok. Écoute, ce n'est jamais plaisant, mais je pense que les sociétés modernes, telles qu'on les voit aujourd'hui, ne sont pas dans l'humanité à 1000%. Ah non, on a des gouvernements qui sont là pour réguler un petit peu l'industrie, mais c'est bien l'industrie qui dicte les règles au final, quoi. Alors quand les citoyens descendent dans la rue en disant oh, il y en a marre, machin, Occupy Wall Street et tout, alors on a des présidents ou des gouvernements qui disent bon allez, on va voter une petite loi pour essayer de calmer le jeu. Mais évidemment que quand Elon Musk, par exemple, finance les campagnes d'élection de Donald Trump, c'est bien pour que derrière, Donald Trump, une fois qu'il est élu, s'il est élu, dise Elon, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est pas parce qu'il... Ok. Oui, fondamentalement... Bon, allez, je pense qu'on revient à la Star Citizen. Alors, pourquoi pas? Ouais, on s'est un peu égaré, là. Avec... ouais, on est parti sur autre chose. Star Citizen, donc on aura l'occasion d'en reparler normalement la prochaine fois ou la fois d'après, puisque c'est le 19 octobre, en fait, qu'elle va avoir lieu. Star Citizen qui est peut-être le plus grand jeu, pour moi à mes yeux, hein, le plus comparable à un open world ultime avec Fortnite, donc. Puisque en fait l'appel d'offres, le Kickstarter à l'époque, ils avaient fait c'était la grande mode de Kickstarter, ils avaient fait un Kickstarter en disant on va sortir donc un jeu dans lequel on pourra tout simplement tout faire, qui sera dans un univers de science-fiction. Donc vous aurez des planètes, vous aurez la possibilité de jouer sous forme d'humains, mais vous aurez la possibilité de monter dans des vaisseaux. Ces vaisseaux, ils pourront décoller, quitter l'atmosphère en temps réel, il n'y aura pas de chargement, de machin, etc. Non, vous quitterez l'atmosphère, tout sera respecté, les atmosphères des planètes, la gravité, tout sera pris en compte. Voilà, et ils avaient fait en fait un cahier des charges qui était tellement fou qu'évidemment tous les geeks un peu fans de science-fiction se sont jetés dessus et ont investi de l'argent.
À ce jour, ils ont quand même réuni 700 millions de dollars de financement depuis le début. C'est juste un peu plus de la moitié d'1 milliard de dollars. Enfin, je veux dire, je sais pas quel Ah, autre c'est de la jeu. folie. Avec ça, ils peuvent recruter tous les développeurs du monde s'ils veulent. Et en fait, ils font tourner leur boîte depuis longtemps. Pourtant, le jeu Star Citizen reste en open access, comment on appelle ça, en En early access. early access, en disant ouais, le jeu sortira quand il sera fini, mais pour l'instant vous pouvez y jouer à condition d'acheter des vaisseaux. Donc c'est comme ça qu'ils financent le truc, et ils proposent de financer gratuitement si on est fan du projet, mais on peut aussi tout simplement acheter un vaisseau pour jouer donc à la pré-alpha, et jouer avec eux. Alors évidemment, comme c'est une early access, il y a tout le temps des trucs qui marchent pas. Sur telle planète, la végétation fonctionne pas, il y a des vaisseaux qui cliquent, il y a Ouais, des ci, il y a des ils ça. vendent un bug en fait. Des C'est bugs aussi. évidemment extrêmement buggé, mais comme à toute proportion gardée, comme pouvait l'être GTA 3 à sa sortie, c'est-à-dire qu'en fait, comparativement au nombre de bugs qu'il y a, les possibilités offertes par le jeu sont hallucinantes. Jamais aucun jeu n'a été aussi vaste, aussi grand et machin. Et contrairement à Fortnite, là, Ils c'est pas. proposent de recréer l'univers. C'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. assez fou comme projet quand même aussi. Et contrairement à Fortnite, c'est pas des petits îlots où chacun a son gameplay, où chacun fait un petit peu son délire dans son coin, où on essaie de bricoler ça en mode Lego sympathique. Là, ils essayent de faire un univers crédible, photoréaliste, machin. Alors, il y a tout, il y a la VR, plus ou moins, qui fonctionne, même si c'est de la VR non stéréoscopique pour l'instant, puisque... Donc la vraie VR, c'est quand vos deux yeux voient des choses différentes. La fausse VR, c'est quand vous voyez une sorte de télé devant vous, même si la télé, elle fait le tour, mais ça reste un écran plat, en 2D. Voilà, donc là c'est de la fausse VR, c'est de la VR non stéréoscopique, mais ça fonctionne. On a des captures de mouvements en fait, du visage en fait, de la personne qui est en train de jouer, qui peuvent être retranscrites dans le jeu sur un personnage, de manière à avoir les expressions de la personne qui parle, en plus de sa voix, bien entendu. Donc on peut parler, enfin c'est un énorme monde comme ça. Alors ils avaient parlé aussi du nombre un nombre hallucinant, je sais plus, de personnes connectées sur les mêmes serveurs en même temps. Enfin, ouais, les promesses sont incroyables et beaucoup sont tenues. Il y a eu beaucoup de progrès ces derniers temps parce qu'en fait, ces dernières années, en fait, ils ont mené deux projets en même temps. C'est-à-dire le projet Star Citizen en lui-même, qui est le jeu que je viens de décrire, et en même temps, ils ont dit, bon, mais par contre, effectivement, il faut qu'on fasse une version jeu qui soit vendable sur console, avec une histoire finie, un machin, mais pas tous les vaisseaux, pas toutes les planètes, pas tous les machins, quelque chose qui soit bien cadré, où on puisse s'amuser de bout en bout, sans avoir de bugs, sans machin, etc. Et on prendra quelques années pour développer uniquement cette partie. Et c'est ce qui s'est passé sur les années précédentes, là, les 3, 4, 5 années qui précèdent, parce que ça fait un moment qu'il est en développement le jeu, hein. Ça fait 10 ans, je sais plus combien. Et voilà, donc là le jeu normalement il est en cours de finition, il devrait sortir à la fin de l'année. Squadron 42 ça s'appelle, 42. Il devrait sortir à la fin de l'année, et donc du coup ils ont pu repartir, continuer sur le développement proprement dit de Star Citizen, et du coup en fait les promesses ont pu être récupérées un petit peu par rapport à tout ce qui avait déçu beaucoup de gens, parce que certains ont investi des milliers d'euros, voire beaucoup plus même, donc pouvaient être déçus d'avoir un jeu qui est buggé, qui marche pas bien, qui ci, qui ça, et dans lequel il y a tout le temps des changements. Donc on te dit, ah bah tiens, jusqu'à présent on volait de telle façon entre deux vaisseaux, à partir de maintenant on va voler autrement. Plutôt que de voler en ligne droite, on va avoir un jetpack qui va être relié à la gravité des planètes. Je pense que c'est un gouffre, franchement, à tous les niveaux. Déjà, en règle de gestion de projet, et je peux en parler parce que j'ai moi-même géré des projets, c'est de se fixer des objectifs clairs, précis, quantifiables et surtout qui peuvent finir. Or, ce qu'ils sont en train de proposer, eux, ne se terminent pas par définition. C'est de la folie. On est à la limite de l'arnaque, et que si, je dis bien, et encore, eux, ils ont quand même livré quelque chose. Hein. Quand tu vas sur d'autres boîtes, oui, dans les arnaques Kickstarter, il y en a beaucoup. C'est pas la première fois. Hein. On a plein de jeux qui sortent et ils sont toujours en early access, alors que les joueurs, ils ont payé carrément le prix d'un jeu complet. Hein.
ils ont Oh, payé genre et même 60 plus. euros, 50 Et euros, même et même plus. plus. Hein. Et des fois même plus. Hein, T'as des même vaisseaux plus. spatiaux t'as des vaisseaux spatiaux dans Star Citizen qui sont au prix de plusieurs milliers d'euros, hein, donc entre 3 000 et 10 000 euros. Bon alors il faut savoir que c'est certains vaisseaux du genre Star Trek, tu vois, qui sont censés être Ouais, pilotés ouais. par 10 joueurs ou 15 joueurs, donc ils se mettent ensemble pour l'acheter. Il y a aussi ce genre de procédé qui se fait. Mais bon après les joueurs sont contents, la plupart des joueurs sont très très contents, même si évidemment Ah, c'est le plus ça important, peut hein. être Du moment déroutant. qu'ils ont été livrés, je pense que là, euh, le mec qui a Ils ont des inventé ce planètes, ils ont des concept, villes, ils ont des c'est un vaisseaux, ils ont génie, des hein. personnages, ils ont tout ce qu'ils veulent. Bon, après, il y a des bugs, il y a des machins, des trucs pas finis de tous les côtés. Écoute, Mais c'est jouable. si on se fixe des objectifs qui ne sont pas quantifiables ni qu'on peut atteindre, C'est ça le on va problème. s'étonner, hein. On va s'étonner. Et puis, qu'est-ce qu'ils utilisent comme ils ont un moteur maison pour C'est leur ça, le jeu? Star Engine. Star Engine, alors Hein? je pense qu'il est basé sur Unreal, je sais pas exactement, mais en tout cas, bon, faudrait se Ouh! renseigner. Mais en tout cas, c'est le Star Engine, est très très beau, même malgré le temps de développement qui, donc je te dis, a commencé il y a une dizaine d'années. Donc il est remis à jour, hein, très régulièrement. On dit bah tiens, on va rechanger tous les graphismes des planètes cette année parce que ça fait 4 ans qu'on l'a pas fait. Donc c'est Mhm. toujours très à jour et de plus en plus souple. Il y a énormément de procédural aussi. C'est-à-dire quand tu vas dans des bases et des machins, tu as vraiment les bases qui peuvent se construire au moment où tu arrives en fait, et c'est la machine qui fait tout, ou des planètes, etc. Donc ils étaient partis aussi dans cet esprit-là. C'était, comment il s'appelle le jeu Star Human, là j'ai oublié, qui faisait ça Mhm. aussi, sur Nintendo d'ailleurs. Ah, Enfin, je sais pas. voilà, non, non, on aura l'occasion d'en reparler, puisque donc la CitizenCon Ah oui, là, arrive, donc on va voir ce qu'ils c'est vont ça nous la proposer. semaine prochaine, je crois, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et ils vont nous montrer probablement Squadron 42, puisqu'ils ont dit qu'il était quasiment fini, Mhm. qui devrait être mis en commerce dans pas longtemps. Donc voilà, l'impatience est à son comble et puis on verra si C'était leur promesse, voilà. ça peut devenir un Ready Player One bis ou quelque chose du genre, parce que évidemment c'est quand même la question qu'on se pose Tout le monde, bah, de façon je te dirais, récurrente. tout le monde rêve de faire ça, mais je sais que les gars de Ready One Player, ils sont déjà sur un jeu qui est sur ça, hein. Peut-être qu'on Ouais, aura ils développent l'occasion. leur propre univers aussi. Ouais. Exactement. C'est-à-dire les mecs qui ont créé les graphismes du film Ouais. sont sur un jeu, justement. Et Oui, en ça, fait, c'est ils pour ont les nouveaux. récupéré les assets 3D qu'ils avaient développés pour le film Voilà, pour en faire un jeu exactement. avec un gameplay. Par rapport- Bah, Ouais, on va suivre ça de près. bon, on va suivre ça, hein, ça serait intéressant. Je pense qu'on a fait Bah, le tour, non? comment? Tu me dis, on a fait le tour? Je Bah pense écoute, qu'on a fait ouais, le tour. j'allais te poser la question. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais ajouter ou dont on n'a pas Euh, parlé? Bah, écoute, une chose est sûre, il faudrait, je pense, finir sur cette petite note parce qu'on a parlé des robots, on a parlé du crunch, on a parlé Du coup, ouais. de plusieurs choses qui sont très humaines. Et je voudrais conclure sur une phrase de Nietzsche, je crois que c'est de Nietzsche, hein. D'accord. Et il dit attention à ce que quand on combat les monstres nous-mêmes, on ne devient pas nous-mêmes des monstres, un Ouais, truc comme ça, autour du genre. Ou c'est plutôt ça. plus exact, attention qu'en combattant les monstres, nous en devions pas nous-mêmes. Pas Ouais, des- je l'ai plus en pas- tête, mais ouais, ouais, Voilà, c'est un truc du genre, je sais, j'ai ouais. perdu la phrase. Et je pense que si on perd notre humanité, ça sert à rien. C'est pas intéressant. Rien de nouveau, je dirais avoir. L'avenir nous le dira, hein. Moi, je suis assez confiant, hein. Moi, j'ai pas trop peur, Moi aussi, je suis mais optimiste, je suis optimiste, hein, je suis évidemment, on est dans très une phase de optimiste. transition. Je repense toujours pour moi le Voilà. parallèle, tu vois, à l'époque où il y avait des fiacres, des mecs sur des carrosses comme ça qui servaient de taxi, et puis un jour on leur a dit, ben non, il y a des voitures à moteur qui arrivent, etc. Mhm. Bah, les mecs à l'époque ils se sont énervés quoi, et finalement aujourd'hui ils sont pas mécontents de conduire des voitures, tu vois ce que je veux dire, c'est simplement la technologie qui avance et qui change les choses. Bon, parfois ouais, les transitions peuvent se faire dans la douleur, mais faut espérer que ce soit pas trop douloureux cette fois-ci. Je pense que de tout temps, les métiers évoluent. Et je pense que c'est une règle de survie élémentaire pour toutes les espèces. Et nous autres humains, on fait pas exception, je crois. Avoir une bonne, je dirais, habitude d'adaptation, c'est super. Bah écoute, je te remercie d'avoir été avec nous encore une fois Ah cette bah, semaine.
Pour moi, hein, c'est toujours un plaisir. Et ben, on se dit dans un prochain épisode. Et on remercie bien sûr les gars qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Merci à tous, Ça a c'est été vrai. assez- J'ai pas encore pris l'habitude de Ok. remercier les viewers, donc voilà. Ben, les remercier et aussi leur dire de s'abonner quand C'est même. vrai, Je c'est sais ça. qu'il y a pas beaucoup Abonnez-vous, de vues. actionnez la Bon, cloche, je donc sais plus tous ces abonnez-vous, trucs-là. voilà, soutenez la chaîne, Soutenez voilà, la et chaîne, voilà, et on actionnez se la dit cloche. Merci de mettre un pouce bientôt, bleu, voilà, j'avais oublié ça aussi. Enfin voilà. voilà, voilà, Merci de m'y faire c'est penser, ça. Bailly. Je vais essayer d'intégrer ça pour le Voilà, bah prochain. oui, voilà. J'essaierai même de le dire dès le début, comme Ok, ça, voilà. bah, Allez, à plus, merci bah, à on va tous. l'intégrer. Allez, à Allez, plus, au plus, au revoir, plaisir. ciao, Salut, ciao. salut.